Ok, donc il est 9 heures, on va commencer tout de suite. Alors j'avais une petite animation à vous montrer, mais je ne peux pas vous la montrer en même temps que la présentation, donc j'essaierai de la montrer à la fin pour que vous compreniez un petit peu comment se fabrique l'intestin chez l'embryon. Donc on va parler des intestins. Donc on commencera évidemment par un vocabulaire, on parlera pas mal du péritoine parce que ça le concerne beaucoup, donc tout ce qui est méso, de l'appendice puisque c'est la pathologie la plus fréquente, et puis des artères de l'intestin, c'est-à-dire les artères mésentériques. C'est vrai que j'ai pas commencé l'enregistrement. Pause là, non, il est enregistré là. Bon, je continue. Il y a deux parties à l'intestin grêle et le côlon. Dans l'intestin grêle, il y a deux parties. La partie fixe, c'est le duodénum, et la partie mobile ensuite, qui est l'intestin grêle. Le duodénum, on en parlera la semaine prochaine dans un cours à part, parce que c'est autour du pancréas, donc il y a une pathologie tout à fait particulière. Donc le cours d'aujourd'hui, il commence à l'angle duodéno-jéjunal, c'est-à-dire au début de l'intestin grêle. Ensuite, on a un ensemble qui s'appelle l'intestin grêle, qui fait entre 4 et 6 mètres, parfois jusqu'à 8 de longueur, d'un ensemble dense qui sont groupés grossièrement de deux façons différentes. La première partie, en haut et à gauche, est groupée comme une pile d'assiettes, c'est-à-dire que les anses flottent les unes sur les autres de façon horizontale. Ça, c'est ce qu'on appelle le jéjunum. Et puis, au fur et à mesure qu'on descend, vous voyez que les anses se placent de plus en plus verticalement. Et en bas à droite, elles sont comme les livres d'une bibliothèque, donc verticales. Et c'est ce qu'on appelle l'iléon. Donc l'intestin grêle est fait de deux parties, le jéjunum en haut à gauche, l'iléon en bas à droite. Et puis la dernière anse iléale vient se jeter dans le côlon. La dernière anse iléale se jette dans le côlon aux dépens d'une valve qui est d'ailleurs relativement peu compétente. Enfin, c'est une valve anti-reflux, mais chez l'adulte, elle n'est pas tout à fait compétente. C'est ce qu'on appelle la valve iléocécale. En effet, on va ensuite entrer dans le côlon qui forme un cadre avec une partie droite, une partie transverse, une partie gauche. Et quand on regarde ce côlon droit, on voit effectivement que la dernière anse iléale ne s'abouche pas à la partie la plus basse du côlon droit. Il y a sous l'abouchement de la dernière anse iléale une partie du côlon droit qui forme un cul-de-sac, une partie aveugle. Et aveugle en latin, ça se dit cæcum, donc c'est ce qu'on appelle le cæcum. Le cæcum, c'est la partie du côlon droit qui est située en dessous de la valve iléocécale. Et cette partie en cul-de-sac donne naissance sur son bord médial à un relief, un appendice, qui est l'appendice vermiforme, qui est en fait un reliquat de tissu lymphoïde, qui donc s'abouche en général au bord médial du cæcum. Le côlon droit est donc formé du cæcum en dessous de l'abouchement de l'iléon, et puis d'une autre partie, qui est le côlon droit, qu'on appelle également le côlon ascendant, parce qu'on suit le sens du flux, côlon ascendant ou côlon droit, qui remonte jusqu'à un angle où l'orientation va changer, c'est-à-dire qu'au lieu de devenir ascendant, le côlon va devenir transversal, ce qu'on appelle le côlon transverse. Et donc l'angle entre le côlon droit et le côlon transverse s'appelle l'angle colique droit. Puis ensuite, le côlon va traverser l'abdomen de droite à gauche, c'est ce qu'on appelle le côlon transverse, pour retrouver ensuite un changement d'orientation à gauche, qui est évidemment appelé l'angle colique gauche, où le côlon transverse devient le côlon gauche. Le côlon gauche est également appelé côlon descendant. Vous voyez on ne le voit plus très bien parce qu'il est recouvert par les anses jéjunales. Et ensuite, ce côlon descendant va changer d'orientation. Il était d'abord très latéral, et puis il va progressivement revenir sur la ligne médiane en formant une boucle. La boucle qui ramène le côlon sur la ligne médiane, c'est ce qu'on appelle le sigmoïde.
Donc le côlon gauche, en fait, est formé de deux parties. Une première partie qui est le côlon descendant depuis l'angle gauche et qui reste latéral, et une deuxième partie qui est le côlon sigmoïde, qui est cette boucle qui ramène le côlon sur la ligne médiane. Et lorsque l'intestin rejoint la ligne médiane, c'est la naissance du rectum. Le rectum est la partie terminale de l'intestin. Elle est à nouveau sur la ligne médiane, comme l'était l'œsophage à la partie initiale au niveau de l'abdomen. Et le rectum fera l'objet du cours de la semaine prochaine. Donc nous, on va se centrer surtout sur l'intestin grêle et le côlon aujourd'hui, en remarquant que bon, ces deux parties sont recouvertes par une tunique qui est comme pour l'estomac, c'est-à-dire qu'il y a une muqueuse, une musculeuse et une séreuse qui est le péritoine. La musculeuse est faite de deux couches comme pour l'estomac, une circulaire interne et une longitudinale externe, sauf au niveau du côlon, qu'on distingue bien par l'existence de ces bandelettes. Vous voyez les bandelettes qui sont dessinées. En fait, ces bandelettes, qu'on appelle également en langage moderne des ténias, c'est le reliquat de la couche longitudinale externe de la musculeuse. C'est-à-dire que la couche longitudinale externe, elle est beaucoup moins importante qu'au niveau de l'intestin grêle. Et le reste de cette couche longitudinale externe forme ces bandelettes qui sont longitudinales sur la paroi du côlon. C'est comme ça que dans un ventre, on reconnaît le côlon par rapport à l'intestin grêle. C'est à la présence de ces ténias, de ces bandelettes, reliquats de la longitudinale externe. Bon, inutile d'insister trop sur la physiologie, mais je rappelle que l'intestin grêle est l'organe de l'absorption intestinale et que cette absorption intestinale va se faire par le système veineux de la veine porte vers le foie, et c'est ce qu'on verra la semaine prochaine, alors que le côlon, lui, c'est l'organe de la réabsorption de l'eau, c'est-à-dire que progressivement se forment le long du cadre colique les selles qui seront exonérées, qui sont stockées dans le rectum et qui sont exonérées ensuite. Alors vous voyez donc la disposition dans ce ventre, intestin grêle à l'intérieur du cadre colique, intestin grêle formé de deux parties, jéjunum et iléon. Et on va rapidement parler des attaches péritonéales de cet intestin, et en particulier de l'intestin grêle, en revenant un petit peu sur l'embryologie, mais très rapidement, juste pour vous montrer cette coupe sagittale d'un embryon de 5 mm. Vous voyez ici le futur diaphragme qu'on appelle septum transversum. L'avant est ici, l'arrière est là. Vous notez ici le cordon ombilical. Bien, l'intestin chez l'embryon, c'est ce qu'on appelle l'entoblaste. Et l'entoblaste, il est sagittal médian. C'est-à-dire que vous voyez que cet entoblaste est sur la ligne médiane et qu'il est soumis à un certain nombre d'inflexions qui, en fait, grossièrement, on peut en considérer trois. Les trois étant sous la dépendance des trois artères viscérales de l'aorte. L'aorte embryonnaire, elle est formée à partir de l'artère ombilicale, qui vient de l'ombilic. Vous la voyez ici, cette artère ombilicale. Cette artère ombilicale, les deux artères ombilicales vont se réunir en arrière pour former l'aorte dorsale de l'embryon. Et cette aorte dorsale sous le diaphragme va donner trois artères viscérales. De haut en bas, le tronc cœliaque, l'artère mésentérique supérieure et l'artère mésentérique inférieure. Donc vous voyez déjà la constitution chez l'embryon de 5 mm de ce qui va être l'anatomie de l'homme adulte. Et ces trois branches artérielles vont rejoindre l'entoblaste par l'intermédiaire de mésos. Je vous ai déjà défini ça au cours précédent et je vais vous en parler dans un instant, c'est-à-dire des lames porte-vaisseaux. Et c'est dans ces mésos que vont se former les différents organes. Vous avez en particulier ici, donc le premier étage, c'est celui qui va former l'estomac, l'ébauche de la poche gastrique, avec donc les mésogastres qu'on a évoqués au cours précédent. Le deuxième étage, c'est celui de l'anse intestinale, donc c'est celle qui va nous intéresser aujourd'hui. Il y a une longue anse intestinale primitive, qui vous voyez avec une branche crâniale et une branche caudale, et au milieu, le canal vitellin, qui relie cette anse intestinale au placenta maternel par l'intermédiaire de l'ombilic. Et vous voyez que ce canal vitellin
est à l'extrémité de l'artère mésentérique supérieure de l'embryon. Ça, c'est très important, vous verrez, on en parlera tout à l'heure dans le cours. Et puis ensuite, la troisième partie, c'est l'intestin terminal avec la mésentérique inférieure. Ce qui est important à retenir, c'est cette notion de méso, que j'ai déjà évoquée en parlant de l'estomac, que je réévoque ici sur cette coupe ultra simplifiée de l'embryon, coupe axiale, où vous avez la séreuse. La séreuse qui est donc le péritoine, qui est formé de deux feuillets, un feuillet pariétal et un feuillet viscéral. Et vous voyez ce feuillet pariétal ici, le péritoine pariétal, en avant, qui se réfléchit sur le péritoine pariétal postérieur. Et là, on a mis une anse intestinale, donc on imagine que c'est une partie de l'anse intestinale primitive, et qui est recouvert du péritoine viscéral. Donc il y a une réflexion du feuillet pariétal sur le péritoine viscéral. Et donc cet ensemble détermine un espace qui s'appelle le méso, qui est entre deux feuillets de péritoine viscéral, et qui, pour l'intestin grêle, va s'appeler le mésentère, et pour le côlon, va s'appeler le mésocolon. Et ce méso, c'est donc une lame porte-vaisseau, puisque c'est à partir de l'aorte, qui est derrière le péritoine pariétal postérieur, donc l'aorte est rétro-péritonéale, comme on dit. À partir de l'aorte, les artères vont dans le méso rejoindre l'intestin. Donc on a vu le tronc cœliaque quand on a parlé de l'estomac. Ici, on va parler de l'intestin grêle, et donc l'artère en question, c'est l'artère mésentérique supérieure. Alors, je voulais vous faire l'animation en même temps, mais ce n'est pas possible. Donc cette animation informatique, je vous la ferai sur le DVD à la fin du cours, qui vous montrera comment le foie se développe vers l'arrière et forme la bourse mentale, et puis surtout, qui vous explique comment cette anse mésentérique va évoluer chez l'embryon. Elle va, on le regardera tout à l'heure dans le petit film à la fin du cours, elle fait une rotation autour de l'axe central. L'axe central, c'est l'artère mésentérique supérieure. Vous voyez l'aorte ici derrière, l'artère mésentérique supérieure qui vient vers l'avant, et là on a dessiné l'entoblaste en vert. Et en fait, cet entoblaste va grandir avec l'embryon, et il va grandir en changeant d'inflexion. C'est-à-dire que la branche crâniale qui est ici va tourner 90 degrés à droite, puis ensuite 180 degrés, puis ensuite au total 180 plus 90, 270 degrés. Donc il y a 3 rotations de 90 degrés que je vous montrerai tout à l'heure si j'arrive à faire marcher l'animation. Et ces 3 rotations vont aboutir à la disposition adulte de l'intestin, sur laquelle on reviendra dans un instant. Ce qui est important, c'est de retenir que ces 3 rotations, elles intéressent l'intestin et évidemment le méso qui l'accompagne. Et c'est pour ça qu'après, on va se retrouver avec un mésentère et des mésocolons dans une disposition assez particulière. Vous voyez ici, donc, avant d'en venir à la disposition, vous voyez à quoi ça ressemble quand on est à l'âge adulte. Vous voyez l'intestin, que ce soit le jéjunum ou l'iléon, et partant de l'intestin, cette fameuse lame porte-vaisseau qui comprend tous les vaisseaux venant de la mésentérique supérieure sous la forme d'une arcade bordante. C'est ça le mésentère. Le mésentère, c'est cet ensemble-là qui relie en fait l'intestin à la paroi dorsale en arrière. Et vous voyez, on le voit très bien sur cette IRM, on voit l'intestin qui est opacifié puisqu'on a fait boire aux patients du produit opaque, et puis on voit ici, dans la graisse, le mésentère qui contient les vaisseaux. Alors, ce qui est assez particulier, c'est que, on peut peut-être repartir sur le premier dessin pour être assez simple, ici, vous voyez donc cet intestin grêle, jéjunum et iléon. La première anse jéjunale, c'est l'angle duodéno-jéjunal. La dernière anse iléale, c'est la valve iléocécale. Et le mésentère, qui est ce méso qui fixe en arrière le grêle, si vous mesurez la distance entre l'angle duodéno-jéjunal, première anse, et la dernière anse iléale, ça fait 15 cm. Donc c'est très peu. Donc vous avez un ensemble de 4 à 6 mètres de grêle qui flotte dans le ventre autour d'une racine de 15 cm.
chose qu'il faut bien comprendre dans la topographie de l'abdomen. Vous la voyez d'ailleurs dans cette IRM ici. On a la première anse jéjunale qui est ici, la dernière anse iléale qui est ici, le méso qui est ce tissu graisseux avec les vaisseaux, c'est-à-dire le mésentère, et le mésentère est fixé en arrière par sa charnière qu'on appelle la racine du mésentère, et cette racine du mésentère a une longueur d'environ 15 cm chez tout le monde. Donc ça, c'est vraiment une chose qu'il faut bien comprendre dans la topographie de l'abdomen et qu'on retrouve ici sur ce dessin. Ce dessin a la prétention de vous montrer à la fois ce qui se passe en arrière, c'est-à-dire ici les deux reins, les gros vaisseaux, aorte, veine cave, et puis surtout le bloc duodéno-pancréatique sur lequel j'insisterai la semaine prochaine. Et devant ces éléments qui sont fixés en arrière, l'ensemble des intestins qui se placent de façon définitive après la rotation des 270 degrés. Alors qu'est-ce que ça donne? Vous avez l'intestin grêle, vous voyez, vous suivez le cadre duodénal, D1, D2, D3, D4, angle duodéno-jéjunal, donc ça c'est la première anse jéjunale. Ensuite, on n'a pas dessiné les anses grêles pour ne pas compliquer le schéma, on dessine simplement la dernière anse iléale, ici avec la valve iléocécale, le cécum et l'appendice. Et l'intérêt de ce schéma, c'est de vous montrer le mésentère, c'est-à-dire le péritoine qui recouvre, donc le péritoine, les deux feuillets de péritoine viscéral qui englobent la première anse jéjunale ici, et qui se continue pour englober la dernière anse iléale ici. Et donc ce mésentère, je vous répète, c'est un méso, donc c'est un ensemble de deux feuillets de péritoine viscéral, et la longueur de la racine de ce mésentère, c'est 15 cm. Entre là et là, il y a 15 cm, autour duquel il faut imaginer que flottent les 4 à 6 mètres d'intestin grêle qui sont animés grâce à la musculeuse de contractions péristaltiques qui permettent au bol alimentaire de progresser. Donc la racine du mésentère, 15 cm entre les deux valves. Alors, maintenant, ensuite, concernant le côlon.